concerts, chers amis, soyez les bienvenus. Nous allons, comme chaque année, célébrer la fête de Saint-Léon, le patron de la ville de Sperlonga. Magnifique ville située dans le Latium, entre Rome et Naples. Nous associons à cette fête la fête de notre saint patron, Saint Lazare, patron de la ville de Marseille, Lazare le ressuscité. Lazare de la Moi, je suis venu en 48. Mon grand-père a 21, moi en 48. Et là-bas, m'origine, En fait, ici, je sais qu'on fait la fête de San Leone parce qu'il y a beaucoup d'immigration avant. Les Italiens qui sont partis dans mon village, ils faisaient toute la pêche ici à Marseille. Beaucoup d'Italiens sont venus à l'époque. Mon papa, il était pêcheur et il nous a élevés 5 enfants. Il s'est mis en 4 pour une bonne continuation. Et en venant là, on se remémore l'arrivée des Italiens à l'époque. C'est une fête que d'ailleurs à la base Perlongue, ils la font toutes les années. Toutes les années, voilà. Et là, toutes les années, on l'a fait ici au mois de novembre. Ici, lorsque le peuple italien est arrivé, le curé de l'époque a eu l'intelligence, justement pour jouer cette carte de l'intégration, de mettre ces saints, Saint-Léon, Saint-Roch, qui provenaient d'Italie. Il a mis les statues de ces saints vénérés particulièrement en Italie dans son église pour qu'il y ait justement une ferveur commune entre le peuple marseillais et le peuple italien. Alors, du coup, cette osmose, elle s'est créée par l'église parce que c'est vrai, les curés ont eu cette intelligence. Mais c'était pas trop compliqué parce que les curés de l'époque étaient d'origine italienne. En plus, c'est vrai. Du côté de mon père, l'immigration est beaucoup plus récente. Donc du coup, il gardait, on va dire, comment on peut dire ça, une italianité très profonde. Une expérience qui devait être de 6 mois est devenue une histoire de vie parce que ça fait 29 ans que je suis à Marseille. Je viens ici, j'amène des choses, j'absorbe des choses, et c'est ça qui fait la réalité, c'est amener et absorber, je pense. Moi, je me sens complètement italien. On l'est jusqu'au bout des doigts, j'ai envie de dire. Alors, les boulettes, c'est très simple. Et ce sont des plats que maman faisait. Moi, je mets du bœuf, mais les Italiens, ils mettaient un peu plus de porc parce que c'était moins cher. Moi, j'ai mangé beaucoup de trucs avec mes tantes, mes oncles, qui cuisinaient tous. Et il y avait beaucoup de porc. Mais nous, on s'est amélioré parce qu'il y a un peu plus de moyens. Et on a transformé ça avec le bœuf. Mes grands-parents, ils ont dû arriver 1890, dans ces eaux-là. Et moi, j'ai connu ma grand-mère paternelle, non, et maternelle, je l'ai connue jusqu'à, je devais avoir 7-8 ans quand elle est décédée. Mais j'ai un bon souvenir d'elle, parce qu'elle était habillée comme les femmes d'avant, en noir. Et elle avait le grand tablier et une jupe longue, noire. Et sous cette jupe, elle relevait, elle avait des poches. Il n'y avait pas de sac avant les femmes. Et elle mettait toujours des bonbons. Et moi, j'étais amoureuse des boutons. Alors, elle me relevait le tablier, elle me faisait, mais en italien. Regarde, alors, je fouillais, il y avait des bonbons et des boutons. Donc, j'ai un grand-père qui est originaire de Sperlonga, à côté de Gaeta, entre Naples et Rome. Mon autre grand-mère qui est originaire de Ischia et Procida. Donc, ça, c'est dans le golfe de Naples. Une grand-mère qui est à moitié d'Arezzo, en Toscane, et d'un village au-dessus de Gênes. Mais elle m'engueulait parce que moi, elle parlait italien et moi, j'y répondais, enfin napolitain, et moi, j'y répondais en français. Alors, elle n'était pas contente. Je regrette maintenant parce que ça aurait été bien que je sache parler couramment le napolitain. J'ai l'impression que quand je vois quelqu'un d'origine italienne, c'est mon cousin, quelque part. Et les cousins,
sont fondamentaux pour élargir le champ de la relation à l'autre, de dire que l'autre est comme moi. Ma famille s'est installée dans le panier. Je crois que j'ai été pris en main par les Corses en arrivant à Marseille. J'ai pas échappé aux Corses, quoi. Pour mon plus grand plaisir, d'ailleurs. La cohabitation entre les Corses et les Italiens s'est passée relativement vite, très bien. C'est-à-dire ils partagent une histoire commune depuis fort longtemps, une langue qui est très proche, ça n'est pas la même, mais ils se comprennent. Et donc ça a contribué énormément à l'intégration des deux communautés en quelque sorte. Même s'ils n'habitent pas tout à fait le même endroit, par exemple, les Corses sont surtout installés dans le quartier du Panier. Les Italiens, plutôt des Napolitains, sont plutôt installés quartier Saint-Jean. Mais c'est tout à côté. Écoutez, les Corses et les Italiens ont toujours fait bon ménage dans ce quartier. Et je crois que l'Église, sans vouloir défendre ma crèmerie, y est pour quelque chose. Puisque, par exemple, à l'église des Accoules, qui était plutôt revendiquée par les Corses, il y avait le culte de Calenzane, de Sainte Restitude, la patronne des Calenzanais. Et après, alors, du coup, pour d'autres raisons, il y a eu pas mal alors je parlerai plutôt de connivence entre les Corses et les Italiens, qui font que, bon, ils ont dû s'entendre sur certains points. Pas dire lesquels quand même. Chez les Corses comme chez les Italiens, l'attachement alimentaire, si j'ose dire, devient presque un produit culturel. C'est-à-dire qu'on met, les Corses souvent racontent qu'ils mettaient la Corse à la bouche quand ils mangeaient la soupe que faisait la grand-mère, comme au village. Et les Italiens sont arrivés avec leur même bagage alimentaire. Et on voit là à quel point l'importance de la femme est primordiale, parce que l'homme travaillant en usine, très souvent, est celui qui va vers l'intégration. Les enfants, par l'école, se familiarisent avec cette communauté d'accueil, tandis que la femme qui souvent, même si elle travaille souvent à domicile, c'est celle qui continue le plus à garder les habitudes, les pratiques alimentaires, et c'est par la femme que se maintient cette origine. Alors je voulais préparer des alouettes sans tête, mais j'ai plutôt eu envie de te faire ça. Moi j'ai pris tout dans le quartier, là. Le parmesan, oui, c'est facile. Enfin moi avant on était vers le Vieux-Port, alors c'est vrai que vers le Vieux-Port, vers le quartier d'Opéra, il y en a, mais ici aussi. Et puis moi, je retourne souvent à la rue Casserie, Grand Rue, où il y a tous les produits vraiment, tu vois. Ça, c'est un peu nostalgique. Hein. Tout ce qui est les plats, les pâtes, les risotto, tout ça, ça c'est quelque chose... Moi, mes enfants, par exemple, une fois, j'ai ce souvenir, ma fille était toute petite, et j'avais fait des pâtes aux langoustines, et elle a voulu mettre du fromage dessus. Ah, tu vois, j'avais dit, on ne met pas le fromage sur les pâtes aux fruits de mer. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais c'est traditionnellement, on ne mélange pas le lait avec des fruits de mer. Voilà, ça se fait pas. Et ça se transmet, ces choses-là. C'est des choses qu'il faut savoir. Je tiens par la perse, un origan de Portofino que je mets dans les viandes blanches, dans la panse, dans la chime, dans la poitrine de veau farci, de temps en temps n'importe où. Plante qui était sur le balcon de ma grand-mère, qui a longtemps survécu, là maintenant j'ai un autre plant, quoi, mais dont j'ai les graines. Et cette plante, il me semble que de manière très très archaïque, le goût, ce qu'ont goûté mes ancêtres, je le goûte encore, quoi. Une sorte de souvenir gustatif qui est au niveau cérébral les premières notions qu'on intègre. Avant même le langage, il y a le goût, quoi. Et au pays, toute la famille était des pêcheurs, des navigateurs. On mangeait quasiment que du poisson. La seule viande qu'on mangeait, au coniglio, le lapin. Le coniglio se mange con les mains. Le lapin se mange avec les mains. Je me rappelle toujours cette phrase. Chaque fois qu'on prend la fourchette et le couteau pour manger le lapin, hop, le lapin se mange avec les mains. Dimanche, chez les Italiens, il y avait les pâtes en sauce 2 fois par semaine. C'était le jeudi et le dimanche. Avant, il n'y avait pas de classe le jeudi. C'était pas l'exubérance de beaucoup de trucs. Il n'y avait pas d'hors d'œuvre. Moi, je ne me souviens pas qu'il y avait des hors d'œuvre. Il y avait un plat
À ce qu'il y avait, tu avais du fromage, toujours. Un plat, du fromage. Et quand tu pouvais, ben, il y avait des fruits. Hein. Ça fascine un peu, hein, toutes ces histoires. Hein. En plus, ce sont des choses vraies, hein, réelles. Après, je les glisse dans la sauce. Ah, il y a Juju, hein, on va en mettre un peu plus. Alors. Voilà, va bien. Ah, purge. Si mes ancêtres me voyaient, c'est peut-être qu'ils seraient contents de moi. Tiens, mon chéri. Je suis arrivé comme artisan pour faire du fromage. Et c'était l'idée première, hein, donc il y a 6 ans. En partant d'Italie, je suis arrivé pour m'installer avec ma femme qui est marseillaise, donc de cette région. On s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire du produit italien localement, quoi. Alors, je ne vais pas mettre l'escamot. Au début, je me suis lancé dans tout ce qui était la fleur de lait, hein, qu'on appelle ça fleur de lait parce que c'est la mozza fait avec du lait de vache. J'ai voulu aller un peu plus loin dans ma transformation fromagère, surtout avec la recherche de lait différents. Mais il n'y avait pas vraiment de lait différent, à part le lait de chèvre ici, et un peu de lait de vache, il n'y en a pas des masses non plus. Si on veut rester vraiment local, il n'y avait pas grand-chose, donc il fallait s'inventer quelque chose. Et je me suis dit, pourquoi pas des buffles. Quand j'ai commencé avec la vache et que je faisais mes mozzas et tout ça, je trouvais que les gens ils étaient super émus quand ils me trouvaient sur les marchés parce qu'ils retrouvaient des produits qui leur parlaient, des mamies qui se mettaient à pleurer parce qu'ils trouvaient que les mozzas que se faisaient dans le temps, les fameuses couilles du pape avec la ficelle, tout ça, voilà, ça leur rappelait leur père ou des origines quand même italiennes, des gens qui étaient venus ici après-guerre, tout ça. Donc déjà, il y avait ce lien. Et puis, bon, après, vu que c'est une forte immigration italienne et puis que les Français même, hein, que ce ne soit pas forcément d'origine italienne, aiment beaucoup la buffone, la mozza en général, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même le premier pays consommateur de mozzarella en Europe, en tout cas. Dans le monde, je ne sais pas, mais en Europe, c'est sûr. Donc, ça veut dire que c'est un produit qui intéresse. D'abord, je lui avais dit à Fabio, mais qu'est-ce que tu viens faire de la mozzarella? On est dans un pays de chèvres. Et en fait, non, c'est ça qui fait D'abord, c'est parce que c'est ce qu'il se sentait de faire. Et puis, c'est ça qui fait que le projet marche, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin, à part de l'industriel importé. Mais de l'artisanal local, il n'y en a pas. Même quand il fait sa fiole di latte, qu'il a fait avec la vache, les clients sont super contents parce que c'est un produit frais, qu'on fait le matin, qu'on vend l'après-midi. Comme nous, on a la culture de la baguette en France. Tu vas le matin, ton pain, tu sais qu'il a été fait la nuit. En Italie, ils s'en foutent de la baguette, ils l'ont pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la mozza qui a été faite le matin et que tu manges dans la journée. Donc on essaye le plus possible de coller à cette culture-là, quoi. Mais les gens, ils venaient là en se disant « mais je veux la mozza, mais vous n'avez pas le parmesan et vous avez pas... » Eh ben non, on n'est pas des revendeurs de fromage italien. On est spécialiste dans la pâte filée mozzarella. Donc ça, si tu es dans un marché producteur, les gens comprennent, le public comprend. Et comprend le prix, comprend ce que ça représente d'investissement, comprend que c'est une entreprise familiale, que Fabio, il n'a pas de machine, il fait tout à la main, etc. C'est le casatiello, c'est une tradition napolitaine qu'on fait à Pâques, spécialement le jour de Pâques, parce qu'on l'amène en pique-nique quand on fait la Pasquette. Donc c'est de la pâte à pizza faite avec des sandou, double levure, avec de la charcuterie à l'intérieur, des œufs durs, de poivre, de pecorino, de provolone piquante. Il y a énormément de napolitains qui achètent ça, donc on fabrique fra 400 et 450 pour le Pâques. Avec les pastières et avec les campanars, on fait un peu de toute l'Italie. La pastière, c'est celle-là. Voilà. On fait une pâte brisée. À l'intérieur, on met de la bouffe de bouffale, de citron, de la cannelle, des œufs, de la fleur d'oranger et des cosce de citron. Va bene questo? O la vuoi meno cotta? Ma possiamo mangiare prima qua e dopo la prendiamo? Ah, vuoi mangiare qua? Va bene, allora te la metto a parte.
Maintenant, les grands-mères, malheureusement, ne sont plus là pour faire ce type de gâteau. Donc, c'est vrai que les jeunes, nous connaissons plus ou moins ces recettes, mais bon, de là à les réaliser. Et donc, ce sont on va dire, les nouveaux arrivants napolitains qui, eux, maîtrisent complètement et perpétuent cette tradition. Et bien sûr, les descendants des Napolitains adhèrent complètement et vont dans ces magasins typiques, dans ces commerces typiques, justement pour se procurer, notamment en période pascale, le casatiello et la pastiera. 2 morceaux de parmesan. C'est très important dans la tradition que je suis napolitaine. Déjà, ça me fait sentir comme à Naples. Et après, avec les clients qu'on a ici, c'est que des Napolitains, un peu des Français, un peu de tout le monde, qu'on les fasse sentir vraiment la culture napolitaine. Moi, je suis un Scotto dit Rinaldi, c'est-à-dire un Scotto dit quelque chose. Et tous les Scotto dit quelque chose viennent de la même petite île en face de Naples, pas plus grosse que le Frioul. Procida, Ischia, Capri et Procida. Procida, c'est moins connu, c'était un trou, quoi. Et donc, à la fin du 19e et début 20e, ils en sont tous partis pour venir travailler finalement à Marseille principalement et ouvrir les chantiers navals. Ceux qui sont partis sont venus pour bosser. Et donc moi, dans ma famille, tout le monde était au chantier naval. Il y a mon cousin Daniel, Scotto di Perotolo, mon cousin germain, qui perpétue la tradition. Il est le 4e de sa génération. Il a donc, ici, on est chez Borg, mais lui, il a la charpenterie de marine Scotto qui existe toujours au même endroit, aux écuries du roi à Andoum, depuis 4 générations. Puis des Scotto dit quelque chose, on en trouve de toute façon tout autour de la Méditerranée, à Tunis, en fait, dans tous les Naples possibles, quoi. Et finalement, Marseille était peut-être le dernier Naples possible. Ils sont rarement montés plus haut. On en voit guère à Aix. En réalité, il faut savoir que la barquette marseillaise est la barquette napolitaine. C'est le gozzo napolitain. Puisque quand Michele Ruopolo donc, vient d'Amalfi, donc dans les années 1870, il était charpentier de marine. Donc il construit ce qu'il savait construire. Il savait construire le gozzo napolitain, qui était la barquette napolitaine. Et puis les Marseillais ont cru qu'il inventait un nouveau type de barquette, quoi, parce qu'ils n'avaient jamais vu. Elle a une forme convexe. Et donc elle avait plus de stabilité sur l'eau. Et donc les pêcheurs napolitains, forcément, ont adopté, puisque c'était leur barquette. Et les Marseillais aussi, puisqu'ils se sont dit, ah tiens, finalement, elle est pas mal cette barque, elle a plus de stabilité. Mais c'est un Napolitain qui a donné naissance à la barquette marseillaise. Oh, j'étais un peu jalouse, tu vois, tiré à droite ou à gauche. Il y avait Agosta, il y avait Sardo et d'autres grands charpentiers de marine qui sont plus, je ne sais plus s'ils sont toujours là ou pas, mais qui étaient tous d'origine italienne et qui nous ont apporté le métier à travers leur culture italienne. Donc ça veut dire, on peut imaginer en dehors du travail, mais toute l'activité familiale et sociale qu'on peut avoir dans un chantier avec manger la pasta et se retrouver tous autour d'un plat à la fin de la semaine et partager culturellement les vies de famille, puisqu'au finalement, tout ce que j'ai vécu moi et qu'on vit toujours encore un petit peu ici, mais l'activité a considérablement disparu, mais toutes les familles se retrouvaient tous les week-ends pour manger dans les chantiers. Et il y avait de grands cérémonials de passage de plats et d'assiettes et de partage et de communion dans l'anse du Faro, avec tous les charpentiers de marine qui travaillaient ici, et ils étaient tous d'origine italienne. Je pense que notre famille est assez prototypique de ce parcours de ces Italiens arrivés plus ou moins tous ensemble, pendant très longtemps déconsidérés. Hein. Et mes oncles, qui ont aujourd'hui entre 70 et 85 ans, déploraient qu'à l'époque, leurs parents leur interdisaient de parler italien à la maison. Et aujourd'hui, nous tous, on regrette. Moi, je me sens complètement italien, on l'est jusqu'au bout des doigts, j'ai envie de dire, mais on regrette, on ne parle pas italien. Et bien pourquoi ? Parce que finalement, il y avait une reconnaissance vraiment au pays d'accueil et il s'agissait à l'époque de s'assimiler. Aujourd'hui, on ne parle plus d'assimilation, mais la volonté des Italiens était de s'assimiler, de devenir vraiment français. Ouais, donc les Italiens, ce sont ceux qui ont apporté le plus dans le parler marseillais en apport extérieur. Parce que souvent, on dit que le parler marseillais est mélangé, on dit que c'est un mélange de langue méditerranéenne, de l'arabe, de cela. Et pas tant que ça, en fait, il est assez conservateur.
parce qu'il s'est créé dans la deuxième partie du 19e sur une base provençale. Donc c'est des Français qui parlaient provençal, enfin des Provençaux qui parlaient français avec un accent provençal. Et là sont arrivés les Italiens. Donc eux, ils ont influencé. Dans le parler marseillais, il y a énormément de l'italien et parfois des mots qui sont très péjoratifs. Je pense au chapacan, par exemple. À Marseille, quand on désigne un chapacan, c'est le moins que rien. Un chapacan, à l'origine, c'est un attrape-chien. Voilà. C'est le genre de métier qui était laissé aux Italiens lorsqu'ils sont arrivés. Hein. Aujourd'hui, tout le monde dit à Marseille sangazzé pour dire s'énerver, ouaille pour dire confusion, mariole, scoumoun, qui sont carrément des termes napolitains. Ça vient carrément du napolitain. Au départ, c'est le vocabulaire péjoratif, comme souvent. C'est les derniers arrivés, on les traite dans leur langage. Donc c'est les babi. Alors babi, c'est un mot provençal, mais qui sont un peu italien aussi. Babi, les nabos, etc. Donc voilà, les macaroni, donc on va se foutre d'eux. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont les Piémontais qui les ont surnommés macaroni, parce que les Napolitains, en réalité, surnommaient les Piémontais polentoni, donc les gros mangeurs de polenta. Donc les autres se vengeaient, ils appelaient macaroni, à la napolitaine, finalement. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le mot arrive, il est employé par sa communauté dans sa version d'origine. Il bouge, ce qui s'use parce qu'on s'en sert, hein. Les mots ça s'use parce qu'on s'en sert, et il garde son origine, mais avec une prononciation différente, puisque les gens chez qui il arrive ne prononcent pas les choses pareilles. Alors c'est plus facile chez nous parce que le provençal a déjà un accent tonique, donc dans l'oreille on est habitué à avoir des langues à accent tonique. Et comme le provençal et l'italien sont des langues proches, des langues cousines, des langues romanes très proches, ben là où il y a un accent tonique en italien, il y en a un en provençal aussi. Donc les deux ont permis de renforcer ça. Donc là où tu vas avoir les sentibelli, ben, tu vas en provençal l'aioli. Donc les accents toniques là vont tomber au même endroit. C'est de la musique, ça. L'accent arrive. Si tu prononces toutes les syllabes, l'accent arrive. C'est pas plus compliqué. Et l'accent tonique, il va se retrouver, y compris sur des mots français qui vont sonner comme l'italien ou le provençal, donc le bon appétit, typique, qui est donc une expression française, mais qu'on peut dire ici. Marseillais disent la pizza, ils disent la pasta choute, parce que c'est une déformation, effectivement, de l'italien qu'on entend. Tous les Marseillais, même ceux qui n'ont pas d'origine italienne, disent la pizza. L'italienne maintenant. Merci. Et la bonne mère, c'est pour vous. Et voilà, bon appétit. La première pizza a été créée à Naples pour la venue de la reine Marguerite de Savoie, d'où on lui a fait pour sa venue le drapeau d'Italie, alors vert, blanc, rouge, donc le drapeau avec le basilic, pour sa venue en 1850, je crois, c'était à peu près. Et voilà, là est née la pizza. Alors, parce qu'on fait de la pizza, souvent on néglige les produits. Moi, j'essaie de travailler avec des bons produits, des vrais produits. Je vais chercher ma farine. C'est à 30 km d'Alba. C'est un petit village qui s'appelle Cossano Belbo. Elle est moulue à la pierre naturelle, ce qui permet de garder toutes les propriétés du blé, de ne pas massacrer l'amidon, tout ça. J'essaie de travailler avec des produits frais. Je mets la vraie mozzarella de Bufala. Voilà, pas de vache. J'essaie de travailler simple. À Naples, on dit 3 ingrédients. C'est comme quand on s'habille, 3 couleurs. Le 4e, il peut tout vous massacrer. Quand on s'habille, le 4e couleur, elle peut vous passer pour un... Voilà. C'est ce qu'on dit à Naples. On dit 3 ingrédients, pas plus. Voilà. Hein? J'ai 2. Combien en tout? Donc je mets la mozzarella après cuisson parce que sinon on la massacre, quoi. Si on la met avant, ça devient tout liquide. Et comme c'est quand même un produit qui est très fragile, et là justement je fais ce geste pour bien l'éclater dans la tomate chaude pour qu'elle fonde un peu. Et voilà. La royale blanche. La royale blanche, elle est là. J'ai appris par des vieux napolitains un peu. J'essaie de m'inspirer de tous les pizzaioles Gino Sorbio à Naples. Voilà, j'essaye de m'inspirer un peu à droite à gauche. J'étale à la main, je travaille entre 29 et 34 cm de diamètre. Je cuis au feu de bois parce que la pizza napolitaine, elle est protégée, elle est passée au patrimoine immatériel de l'UNESCO cette année. Voilà, donc j'essaye de mixer les deux, mes origines provençales et napolitaines. Ce rapport aux origines, c'est un socle. C'est important, c'est une forme de pèlerinage physique quand on y va, mais un pèlerinage interne quand on cherche à savoir qui on est. On a une identité, justement l'identité, la belle identité, celle qui permet de s'apprécier et d'apprécier les autres dans leurs différences.
C'est-à-dire, quand on a cette forte identité, qu'on l'aime et qu'on l'apprécie, forcément, on s'intéresse aux autres. Et quand on s'intéresse aux autres, on ne veut pas que le monde soit une bouillie, une marmelade où tout le monde se ressemble. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans l'état d'esprit, quand on parle avec tous les gens du groupe IAM, avec toutes nos origines différentes, on n'est pas pour un monde où tout le monde est métissé à tout prix et où tout le monde se ressemble. On est pour un monde où tout le monde est différent et tout le monde s'accepte en tant que personne différente. C'est une mandoline napolitaine. Alors pourquoi napolitaine? Parce qu'elle est ronde. Donc on appelle ces mandolines ainsi napolitaines. Donc elles sont par 4 cordes doublées, sol, ré, la, mi. Ce sont les mêmes que le violon, mis à part qu'elles sont par 2, ce qui permet d'avoir plus de son et aussi faire du trémolo. Donc le trémolo. C'est ce qui fait le charme de la mandoline notamment. Donc c'est un instrument qui a une sonorité qui est très chaude et qui est beaucoup utilisé dans tous les pays, mais en particulier en Italie, où il y a un grand répertoire, que ce soit de musique traditionnelle, mais également de musique classique. C'est bon ? Alors Marseille, effectivement, est une ville où on joue beaucoup plus la mandoline. Il y avait par exemple l'artistique mandole de Mazag, où il n'y avait que des mandoles. Il y avait l'orchestre à plectre de la place Sébastopol. Il y avait l'orchestre à plectre de Marseille, qui est un orchestre qui a été qui est plus que centenaire. Là, moi, j'ai fondé l'ensemble à plectre de la Magalone, et qui est composé de très nombreux musiciens qui sont passionnés et qui reprennent cette tradition italienne avec le plus grand plaisir. Alors j'ai effectivement des enfants qui sont d'origine italienne et qui viennent parce qu'ils ont des mandolines chez eux. Donc ça fait un grand rapport parce que ils ont déjà toute cette culture. Ils ont des photos des grands-parents qui en faisaient ou même de leurs parents. Donc et le fait d'avoir une mandoline qui soit dans la maison, ils viennent, ils ont envie. C'est un facteur d'intégration, mais c'est aussi un facteur d'intégration dans l'autre sens. C'est-à-dire que aimer la musique a permis aussi à cette communauté de rester ensemble et de faire venir des gens à la musique. Parce que, voilà, dans les harmonies de quartier, je pense que dans certains quartiers, il y avait des Italiens, mais dans d'autres quartiers, moins. Voilà, mais la musique, effectivement, et surtout ce choix et du bel canto et de la mandoline, voilà, il n'y a pas de... Ce sont effectivement des choix très italiens. À Marseille, mes grands-parents paternels allaient à l'opéra. Oui, ils allaient à l'opéra. Ils connaissaient ça par cœur. Ça faisait partie tellement de leur vie. C'était la messe d'aller à l'opéra. Avec l'émigration italienne, l'opéra de Marseille a connu son apogée entre la deuxième partie du 19e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où on jouait tous les jours, sauf le relâche le lundi. Et matinée, soirée, jeudi, jour des enfants, samedi, dimanche. On jouait 80 œuvres par an. Il y a eu un exemple d'un opéra qui s'appelait La Prisonnière, qui a été bissé entièrement. Les gens, à la fin, ils demandaient un bis, ils tapaient les pieds, tout ça. Le chef, il reprend le final. Et les gens, ils ont hurlé « Da capo, da capo, da capo » du début. Eh bien, allez, en avant, on a repris du début, on a tout rejoué. C'est incroyable. D'abord, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à l'opéra, il y a un public qui est extrêmement pointu à l'Opéra de Marseille. Et il y a une grosse programmation d'opéra italien, et notamment de bel canto, c'est-à-dire de l'opéra de la première moitié du 19e siècle. Ricordi ancora il
giorni che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora. Il y a toujours un attrait extraordinaire des Italiens pour le chant. En fait, c'est plus pour le bel canto, c'est-à-dire le beau chant, qu'il soit en récital, en opéra et tout, c'est le chant. La voce. Oui, moi je trouve que c'est la voix qui... Cet héritage de chanter à pleine voix, c'est resté, ça fait partie de l'essence italienne, ça. La voix, chanter. Bon, ils l'ont dans les gènes depuis longtemps, ils ont inventé l'opéra, hein. C'est Monteverdi, hein, le premier, et puis il y a eu les plus grands, quoi. Hein. Donc après, on est mozartien, on est wagnérien, ce qu'on veut, mais enfin, si on oublie Verdi, Puccini, Rossini, on loupe un gros truc, quand même. Moi, je pense surtout à Verdi et à Puccini, qui sont vraiment les maîtres de cette émotion-là. Puccini, dès qu'il y a des deux accords de Puccini, on a les poils qui se dressent, parce qu'il savait bien faire ça. Et c'est vrai que bon, je vais à l'opéra, mais je veux dire, franchement, je ne suis pas un grand passionné, donc après ça me fait plaisir forcément, mais ce n'est pas une passion, sincèrement. Moi, c'est vraiment la chanson napolitaine, oui. Dame c'è, lo mandesine, non se non me ne può dame, se me ne vado da ca. Le point fort, ça a été la rencontre avec Marc Filograsso, qui lui un jour m'a dit mais tu veux pas qu'on fasse des mélodies napolitaines, et moi je connaissais pas trop, et on a monté ce trio Appassionata qui traite des mélodies napolitaines du XVIIe siècle aux années 40. Et je me suis aperçu qu'il y avait des chansons que en fait j'avais entendues toute ma vie. J'y ai jamais fait attention, mais d'un coup j'écoutais ça et je me disais merde, ma mère elle chantait ça. Voilà. Moi, ce qui m'est resté, c'est vraiment cette musique mélancolique de Naples, avec des morceaux comme Vierno de Sergio Bruni, de Buongiorno Tristezza, de tous ces morceaux-là, Maruzzella, qui étaient des morceaux que mon grand-père et ma grand-mère écoutaient tous les dimanches. Je pense que musicalement, ça m'a influencé. Puis à travers la musique de film, quand on a écouté des gens comme Morricone ou Nino Rota, ils se sont inspirés du folklore et des musiques traditionnelles italiennes. Je pense qu'il n'y a que les Italiens qui savent faire des choses comme ça, avec 3 notes qu'on n'oublie jamais toute une vie. Et c'est pas de la musique compliquée. L'orchestration, oui, est sensiblement compliquée, mais pas la composition. Et je crois qu'il n'y a qu'eux qui arrivent à décocher comme ça des flèches qui parlent au cœur des gens. Ben ouais, quand j'ai débarqué ici à 25 ans, j'avais le choix entre faire ma vie de musicien à New York ou à Montréal. C'était ce que j'avais prévu. Et puis quand je suis arrivé ici, il y a 25 ans, j'y suis resté parce que ça m'a fait tout de suite penser à l'Italie. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'était sortir les chaises à 17h le soir. Il y avait toutes les générations dehors, comme ça se passait avant ici, quoi, du temps des Italiens. Dans l'urbanisme et dans l'utilisation et dans les aménagements des littoraux, ça par contre c'est vraiment la chose italienne, c'est-à-dire le cabanon du bord de mer. Voilà, ça il y en a absolument partout. L'espace public devient un espace effectivement privatif. Ces cabanos qui disparaissent avec la loi littorale, on perd une âme, je pense. Puisque pour moi, l'âme de Marseille, c'était quand même la Méditerranée. Je pense qu'on est, comme énormément de villes, on est en train de perdre notre âme, quoi. Ça, moi, j'en suis persuadé.
ça, c'est vrai que ce rapport au littoral, en fait, ce rapport à la plage, ce rapport au bord de mer, on l'avait ici, c'est-à-dire que si on peut aller manger toute l'année au bord de la mer, on a une zuppa di pesce, voilà, quelque chose comme ça, et on est en train de le perdre, effectivement, le peu qu'on avait, on est en train de le perdre. Il y a beaucoup d'Italiens qui sont venus travailler dans l'industrie naissante, qui était l'industrie chimique ici, qui était l'industrie qui était justement aux deux extrêmes, qui était à l'Estac ou qui était ici, Madrague de Montredon, les Goudes, où c'était des usines. En fait, on avait repoussé la pollution loin du centre-ville, le plus loin possible pour les miasmes, les fumées, etc. Il y avait le tram qui permettait d'aller de l'Estac jusqu'à la Madrague de Montredon. Et donc tout le long, on pouvait aller pêcher, on pouvait se baigner, on pouvait se retrouver en famille, avoir le temps du plaisir, quoi. Je crois que c'est ça le cabanon. Voilà. Tout ce côté carte postale des années 30, etc., il disparaît, mais bon, c'est normal, on est un siècle plus tard. Mais par contre, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui vient se créer. Et quelque chose de nouveau qui fasse le lien. On a quelque chose d'élitiste, on n'a pas quelque chose de populaire qui fasse du vivre ensemble, tout simplement, en se disant, tiens, on vient Marseille, on est bien, hein, on est bien. Et nous sommes dans un restaurant napoletano. Et c'est une soirée qui est organisée pour réunir tous les amateurs de la bonne gastronomie, de la culture italienne. Alors ce menu ce soir c'est misto napoletano, ça sera suivi des calamarata, donc les fameuses pâtes en forme de calamarata avec des calamars évidemment, une bonne sauce napolitaine, un sugo et le tout servi par des vins de Naples, du Vésuve. Je pense qu'en Italie, on mange des pâtes et de la pizza, mais il y a beaucoup de diversité à ce niveau-là. Et voilà, on essaie de faire connaître des plats typiques régionaux, des traditions aussi culinaires, de faire aussi un petit état de transmission. Mais 60% des participants à la louche sont tous de Naples, de la région de Naples, du Nord, Gaeta, Sperlonga, ou un peu plus au sud, ou alors des îles comme Procida, Ischia. Il y a quand même une différence entre la génération des parents qui avaient voulu s'assimiler absolument, parler pas italien à la maison, on refusait, mon père refusait de parler italien ou napolitain à la maison, il voulait parler français, il voulait s'assimiler tout aux forces, et la génération d'après, donc c'est pas les genoux, c'est nous qui redécouvrons un petit peu nos racines et qui sommes repartis. Moi, l'italien, finalement, je l'ai appris à l'école. Il faut que je vous raconte le syndrome de Firefox. Firefox, c'est un film avec Clint Eastwood qui est nul comme film, où il est d'origine russe et donc il est de langue russe natif. Et pour voler un chasseur, un avion russe dernière génération, qui est commandé par télépathie, il faut penser russe. Alors on l'envoie pour ça. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire idiote de Firefox, c'est que quand je passe la frontière, à Menton, sous les tunnels de l'autoroute, le panneau, d'ailleurs la couleur du tunnel elle change à un moment. Là, c'est l'indice que tac, on passe la frontière. À ce moment-là, mon cerveau, comme celui de Clint Eastwood, se met en italien. Et je pense en italien. À partir de ce moment-là, tout ce qui se passe dans mon cerveau, c'est adesso andiamo a fare qualcosa. Je pense en italien. Moi, je chante Fratello d'Italia dès qu'on passe le panneau avant d'arriver à Ventimiglia, parce que vraiment, en Italie, c'est à la fois différent et à la fois on se sent chez nous. Alors après, on prend un café, on met le sucre, il flotte avant de s'enfoncer.
Moi, je fais une photo, là, ça y est, j'ai les larmes aux yeux, c'est formidable. Et le premier Italien à qui je parle, voilà, et qui me dit « Oh, signore, ma come le parle bene l'italiano ». C'est pas vrai, mais ça fait tellement plaisir. Le retour au pays, moi, je dois dire que je ne l'ai pas tenté, mais j'étais tenté de le tenter. De faire vraiment un ritorno a casa. Personnellement, vivre en Italie, pour moi, ce serait très, très aisé. Je m'y habituerais. Je pense que peut-être ma femme et mes enfants auraient plus de mal. Alors moi, je ne suis pas nostalgique de quelque chose que je n'ai pas connu, de vie, mais je vais très très souvent en Italie pour des raisons et personnelles et professionnelles. Et effectivement, chaque fois que j'y suis, j'ai l'impression d'être chez moi. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire un concert en Italie. Et là, j'ai eu le sentiment d'être chez moi, de voir les copains de ma mère d'il y a 50 ans. C'était très rigolo. Si bien que j'avais presque envie d'y rester même. Dans les centres-villes italiens, on est bien, on vit bien. Voilà. Pour ceux qui veulent vivre dans les centres-villes, ce qui est mon cas ici, on n'est pas agressé, tout est à portée de main, tout peut se faire à pied. La culture n'est pas considérée comme, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, mais elle est le gâteau. J'ai l'impression que les Italiens ont quand même gardé cette espèce de mentalité où on prend tout à la rigolade, même si on est dans une mer de noir. Ici, c'est plus pessimiste quand même. Vous savez ce que c'est un Français, hein? C'est un Italien qui fait la gueule. Hein? Voilà. Ou on pourrait dire un Italien, c'est un Français de bonne humeur. Alors aujourd'hui, c'est notre premier rallye des cigales. C'est le Vespa Club Marseille-Provence qui l'organise. C'est un état d'esprit, hein, on roule tranquille, on ne prend pas les autoroutes. C'est vrai que c'est le mode de vie à l'italienne, c'est la dolce vita, on est tout le temps en train de chanter, de faire la fête. Quoi. L'Italie, c'est le pays du café. Hein. Donc ça, je peux me faire un café au bord de la route. Alors, je mets l'eau. Voilà. Après, je branche ça sur la batterie. Voilà. Alors ça y est. Non, c'est un fantasme, c'est l'Italie, tout est beau, et nous, tout est nul. Non, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est des petits détails comme ça qui sont culturellement peut-être durs et puis dans le quotidien. Bon, les Marseillais, on est pas mal, hein, mais ils sont beaucoup dans le rapport de force. Hein. Alors, je crois qu'il faut être honnête. Hein. Au bout de 15 jours en Italie, il y a la haine qui commence à monter. On ne peut plus les entendre quand ils commencent à gueuler, à brailler. Vous fantasmez sur ce que vous ne voyez pas. Vous fantasmez aussi sur le temps qui est passé, sur le temps ancien, parce que ce n'est pas votre temps. Et c'est très amusant de comparer ça avec des Italiens, des vrais, qui sont venus vivre en France et qui disent « Mais qu'est-ce que vous parlez de l'Italie ?» L'Italie, ils en sont très fiers, mais c'est tellement plus facile de vivre en France. Je suis arrivé, j'étais embarqué sur les bateaux de croisière. Donc j'ai connu Marseille 20 ans en arrière. Bon, j'en avais marre de la navigation que je faisais et je m'ai installé à Marseille. J'ai fait le pêcheur, comme j'avais dit, pêcheur. J'ai fait un peu tous les métiers, parce que je ne parlais pas beaucoup le français. Et après, j'ai ouvert une épicerie. Après, j'ai pris mon travail de chef cuisinier. Et je donne des cours de cuisine à l'Institut de culture d'Italie, à l'ambassade d'Italie, pour emmener la culture italienne. Ça fait 22 ans aujourd'hui. Allez, andiamo. Et on est bien à Marseille. Toujours, tous les 15 jours à Naples. On n'est pas bien. Il faut voir la maman. Ceux qui viennent en France, il y en a aussi, hein, bien sûr, mais ils sont effectivement attirés par le fait que ce soit proche. La langue, parce que le français est encore pas mal enseigné en Italie. Il y a vraiment des liens très très forts. Il y a des jumelages de villes, des jumelages d'universités. Les accords bilatéraux fonctionnent très bien. Donc ceux qui viennent en France, effectivement, c'est un goût. C'est un goût. Et je pense que c'est le goût du même, le goût de l'identique. Je suis arrivée ici en janvier 89. J'étais jeune étudiante en médecine. Et il y avait un jumelage entre Marseille et ma fac
qui était en Italie, à Perugia. Donc il y avait un jumelage. Dans le cadre d'échanges d'étudiants, donc je suis arrivée en janvier 89 ici. Et ça a été le coup de foudre pour tout. Une expérience qui devait être de 6 mois est devenue une histoire de vie parce que ça fait 29 ans que je suis à Marseille. Être Marseillais, ça veut dire presque être d'ailleurs. Et du coup, après, on est ici, on est adopté par la ville, on se sent... Parce que je pense que c'est la ville qui t'adopte, mais aussi, il faut que toi, tu le décides. Tu le dis, je me sens Marseillais, parce que tu décides, justement parce que après, tu prends un rapport spécifique avec la ville. Parce que certains, ils ne le veulent pas. Hein, quoi. Les jours que je suis arrivé en voiture de Vérone, chez moi, je suis de Vérone. Je suis arrivé le soir et j'arrive sur Marseille, j'arrive sur la mer, sur le Point Rouge. Il y avait le Mistral, il y avait le soleil qui couchait, il y avait les oiseaux qui volaient, il y avait cette lumière incroyable, la beauté de la lumière de Marseille, les rochers, l'eau, le vent. Je dis, mais c'est le paradis ici, je veux vivre ici. Drame absolu de l'Italie depuis les années Berlusconi. D'ailleurs, depuis 1994, on appelle ça la Deuxième République. Alors qu'en fait, ce n'est pas la Deuxième République, mais en Italie, ils s'auto-nomment la période de la Deuxième République. Tellement tout a changé depuis l'époque Berlusconi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est une immigration intellectuelle. Ce ne sont plus les gens qui n'ont pas de travail, pas d'avenir, les manuels, etc., qui partent. Ce sont au contraire les gens surdiplômés qui partent, essentiellement Angleterre, États-Unis, Canada. Beaucoup d'étudiants italiens, de Pisa, de Rome, de Trieste, viennent ici, ils viennent plus facilement. Donc, entre nos étudiants, je dirais moitié sont italiens, au point que moi je cherche de dire aux Italiens, mais non, maman, il ne faut pas être trop là, sinon après ça fait mafia si on est tous des Italiens. Je viens ici, j'amène des choses, j'absorbe des choses, et c'est ça qui fait la réalité, c'est amener et absorber, je pense. Je me suis éloignée il y a 30 ans aussi, d'une certaine éducation stricte où l'Église et la religion catholique et l'éducation catholique avaient un poids énorme, que j'ai vécu pas très bien. Il y a eu un moment que je suis parti d'Italie, un peu comme parfois tout le monde qui part, avec une grande douleur, une nostalgie insupportable, mais aussi parfois un peu de rage, quelque chose de révolte contre son pays qui n'offre pas, qui empêche à ses enfants de s'exprimer de son pays. Et là, l'Italie fait une erreur énorme parce qu'à l'Italie, il y a très peu d'étrangers qui vont travailler en recherche en Italie. Et donc c'est se suffoquer soi-même. Encore une fois, c'est dans l'échange qu'on a le mieux. Pour la danse, c'est un peu différent parce que le côté artistique, il faut que tu pars. Mais aussi, parfois, même pour développer ta vie, n'importe laquelle, c'est presque, surtout au sud d'Italie, c'est presque normal que tu quittes la maison pour aller ailleurs parce que là, il n'y a pas les moyens. Donc il y a eu ce rapport d'amour et de haine. Venir ici et le mélange, et quand même cette culture française qui n'est pas, même si c'est une ville du Sud, on n'est pas en Italie. J'ai trouvé une liberté et un affranchissement de certaines règles qui me plaisaient beaucoup. Et ça m'a plu beaucoup ici. Voilà, cette sensation de... Voilà, je suis... voilà, je peux être un peu plus moi-même. Du point de vue mémoriel, on devrait avoir plus de choses.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a quand on se balade, effectivement? On pourrait dire que l'intégration elle est tellement bien réussie qu'il n'y a pas grand-chose. De fait. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est dur de mesurer la trace des Italiens à Marseille. Je crois qu'elle est partout sans qu'on le sache forcément, quoi. L'actualité de Marseille aujourd'hui, c'est le mélange. Donc on ne trouve pas forcément de l'Italie, on ne trouve pas forcément de la France, on ne trouve pas forcément de la culture méditerranéenne qui aurait. Mais voilà, on retrouve des choses, des bribes. Je ne suis pas français, je ne suis pas italien, je ne suis pas américain, je suis citoyen du monde. Il y a beaucoup de gens comme moi. Et à Marseille, on se sent bien. Parce qu'il y a un peu tout, on se parle. Évidemment, il y a aussi des conflits. Mais ça va, c'est la richesse de la vie. Et je trouve que la beauté de Marseille, c'est la beauté de son ciel, la mer, et cette diversité qui fait une ville culturellement riche. J'ai d'ailleurs joué avec des Italiens, et puis il y en a un qui me dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Je dis « Troisi ». Alors il me dit « Ah, mais toi, tu es napolitain ». Alors c'est le truc, j'ai dit « Ah bon ?» Alors il me dit « Bah oui, il y en a plein là-bas ». Et puis il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup fait rire, et il m'a dit « Vous, les Marseillais, vous êtes des Italiens sous-titrés ». J'ai trouvé ça très rigolo.